Je propose de commencer le grand tour de ce midi où Christophe Bradstreet va nous donner les nouvelles les plus chaudes à propos de la mise au point. Mon Dieu, Christophe, Pardon. ah bon, la mise au point et le traitement de la maladie thromboembolique veineuse. Donc effectivement, je vais parler d'une pathologie qui est quand même largement plus fréquente que certaines pathologies dont on parle d'habitude ici, mais qui est quand même qui sont quand même très importantes parce que ce sont des pathologies qui sont comment dire des challenges dans le sens où ce sont le genre de pathologie qu'il ne vaut mieux pas louper parce que les conséquences potentielles pour les patients peuvent être dramatiques. Je pense surtout au niveau des embolies pulmonaires. Et donc, je vais essayer de revoir un petit peu quels sont les derniers hot topics concernant certains aspects de la prise en charge de ce genre de pathologie. Alors, concernant les diagnostics, bah, il n'y a pas eu grand-chose de neuf ces dernières années. Bon, je rappelle ici que ce sont quand même des pathologies relativement fréquentes, mais qui peuvent être associées à un certain taux de mortalité. Et on considère que la maladie thromboembolique, et en particulier sous forme de l'embolie pulmonaire, et représente la troisième cause de mortalité intra-hospitalière et que parmi les patients qui présentent de telles pathologies, il y a un certain pourcentage, historiquement on disait 10%, des patients qui ne vont pas arriver déjà aux urgences. Et pour le reste des patients, eh bien, le challenge, ce sera d'être assez performant pour pouvoir identifier quels sont les patients qui présentent effectivement une maladie thromboembolique et éliminer ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire traiter les premiers et surtout ne pas traiter les deuxièmes. Sachant que quand des patients se présentent aux urgences, sur 100 patients, il y aura effectivement, bon, sur ces 100 patients suspects de maladie thromboembolique veineuse, et là c'est surtout en termes d'embolie pulmonaire, eh bien seulement 20 auront effectivement une embolie pulmonaire. Et donc le challenge dans cette pathologie-là, c'est d'utiliser des outils performants pour pouvoir exclure le diagnostic et confirmer le diagnostic et donc éviter des examens irradiants et chers et surtout aussi éviter des traitements qui peuvent être dangereux chez des patients qui n'ont rien. Donc, concernant le diagnostic, ça va reposer sur une intégration de plusieurs outils, des scores cliniques, des outils biologiques et des outils radiologiques. Et tout ça, ce sont des choses qui sont relativement connues. Il n'y a rien de très récent là-dessus par rapport à là. Je reprenais cette slide parce que pour vous dire que la maladie thromboembolique veineuse, euh, son incidence va varier déjà en fonction de l'âge et on voit que à partir de 50 ans, on a une augmentation exponentielle de l'incidence des thromboses et que dans cette slide aussi, un autre élément intéressant, c'est que sur 100 patients ayant une embolie pulmonaire, on va trouver une raison à cette embolie pulmonaire que dans 60% des cas. Quand je parlais d'outils de score clinique, donc ce sont les outils qui sont connus depuis maintenant de nombreuses années, qui ont été validés et qui concernent à la fois tout ce qui est thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, sauf dans un aspect qui représente euh, comment dire, la manière d'utiliser l'outil biologique que sont les dédimères. Voilà une slide qui reprend en fait donc l'association entre donc la probabilité euh, de présenter une maladie thromboembolique réalisée par les scores cliniques et la présence effectivement de maladies thromboemboliques chez les patients. Je reviens donc chez les dédimères. Donc, on sait très bien que ce sont des outils intéressants. Ce sont des marqueurs d'activation récente de coagulation. Et ils sont intéressants dans le sens où ils ont une sensibilité très bonne. Par contre, au niveau spécificité, eh bien, c'est beaucoup moins bon. Et donc, on peut pas les utiliser tout seuls pour pouvoir faire des diagnostics. Par contre, leur intérêt, c'est surtout en cas de valeur prédictive négative. Et donc, par exemple, si
un patient a des dédimères normaux et une probabilité clinique faible, on peut quasiment exclure la maladie thromboembolique chez les patients et que le risque thromboembolique, quand on suit les patients investigués dans des études prospectives, eh bien, ce risque thromboembolique avec des dédimères négatifs et une probabilité clinique faible est inférieur à 1% à 3 mois, ce qui est excellent. Donc, le premier petit ajustement qui a été fait par rapport à l'analyse des dédimères, c'est de faire varier les cutoffs. Donc, historiquement, on a toujours considéré qu'il fallait un cutoff de 500 pour considérer qu'on avait un taux de dédimère normal ou anormal. Et on sait qu'avec l'âge, eh bien, le taux de dédimère peut augmenter de façon physiologique. Et donc, dans le but d'éviter de faire trop d'examens, eh bien, il a été testé l'hypothèse qu'on pouvait adapter les dédimères en fonction de l'âge du patient. Donc, tant que le patient avait 50 ans, on garde le 500 de cutoff. Par contre, au-delà, on multiplie l'âge par 10 et on réalise alors un nouveau cutoff et on va implémenter ça dans des arbres décisionnels. Et en ajustant donc dans cette étude, en ajustant le cutoff à l'âge des patients, eh bien, on pouvait être aussi performant qu'en gardant le cutoff historique de 500. Et ce qui a été surtout intéressant dans cette étude-là, c'est que grâce au fait de faire varier le cutoff, on pouvait diminuer le nombre d'examens qui sont faits, en fait, des patients. Donc, presque un tiers des patients dans cette étude-là n'ont pas eu d'angioscanner parce qu'on avait fait varier. On est passé de 6% d'angioscan à 30%. Une autre manière aussi de faire varier les cutoffs, c'est de combiner la valeur minimale, la valeur maximale qu'on considère comme normale des dédimères chez un patient avec des items cliniques très facilement quand le patient passe aux urgences, et ce qu'on appelle les critères Years. Et donc, si le patient, les critères Years vont être définis selon le fait que le patient va présenter soit des signes de thrombose veineuse profonde, soit des hémoptysies, et si le diagnostic d'embolie pulmonaire est le plus probable. Et donc, quand les patients n'ont pas de critères, alors à ce moment-là, on garde on garde le cutoff, le cutoff est changé à plus de 1000. Et à ce moment-là, on fait les examens en fonction de ce cutoff-là. Et que si le patient présente au moins un des critères, eh bien, on garde les cutoffs historiques. Et une fois de plus, avec ce genre de, de prise en charge, on peut diminuer le nombre d'examens faits aux urgences de près de la moitié et on garde quand même une bonne performance en termes d'exclusion de maladies thromboemboliques. Alors ici, je ne vais pas reprendre tous les algorithmes. Euh, le seul point intéressant de l'algorithme, c'est que ce soit pour l'embolie pulmonaire ou la thrombose veineuse profonde, c'est que si on a une probabilité clinique qui est haute, on ne va pas s'embarrasser de faire des dédimères, on va directement faire l'examen qui permet d'exclure alors ou de confirmer le problème. Et dans cette slide-là, par rapport aux autres que j'ai pu trouver, ce qui est intéressant, c'est que si vraiment on a une probabilité clinique forte et que l'examen va se faire dans la demi-heure ou dans l'heure, il ne faut pas hésiter à commencer de façon anticipative le traitement en attendant d'avoir les résultats. Ça, c'est pour l'embolie pulmonaire. Et plus récemment, il a été, les études qui ont été faites concernant la pathologie thromboembolique et en particulier l'embolie pulmonaire ont cherché à essayer de mieux déterminer quelle est la sévérité de la pathologie, puisque cette pathologie-là est grévée d'une mortalité quand même assez importante. Euh, il a été développé des outils qui permettent aux urgences de classer le patient en termes de pronostic vital. Et on a plusieurs scores cliniques, le STA score, le score PESI qu'on utilise maintenant, je pense, au niveau des urgences pour pouvoir essayer de clarifier si le patient pourrait éventuellement rentrer à domicile ou alors devrait être surveillé de façon plus intensive lors d'une hospitalisation. Et on voit qu'en fonction des points que l'on obtient en faisant le score, on va avoir progressivement une mortalité à 30 jours qui va augmenter de façon parallèle. De la même manière pour
pour évaluer la sévérité des patients, on peut aussi utiliser des outils à nouveau biologiques, radiologiques, comme l'échographie cardiaque, qui permet de déterminer si l'embolie pulmonaire a des répercussions hémodynamiques au niveau du cœur droit. Parce que le cœur droit n'est pas censé pouvoir supporter une charge de pression importante. On va avoir assez rapidement, à partir du moment où il y a plus de, je pense, 30 ou 40% de la vascularisation des artères pulmonaires qui va être prise par un phénomène thrombotique, on va avoir une dilatation au niveau des cavités droites. Et le fait d'avoir ces dilatations peut être associé à un risque de mortalité plus importante. Les répercussions au niveau du cœur droit peuvent aussi s'évaluer au niveau du scanner en faisant simplement des mesures et un rapport entre le diamètre du ventricule droit sur le diamètre du ventricule gauche, et que si ce rapport est supérieur à 1, il semble y avoir une augmentation significative de la probabilité de mourir de l'embolie pulmonaire. Au niveau des examens biologiques, on a des signes qui vont aussi dans le même sens d'une souffrance cardiaque avec les troponines et le dosage des BNP, qui vont être euh, prises dans tous ces items seront prises dans des classifications pour pouvoir déterminer dans quelle catégorie se trouve le patient, avec donc les patients à haut risque de mortalité, qui sont eux des gens qui sont d'emblée instables au niveau hémodynamique. À l'inverse, on a des gens qui auront un risque de mortalité très faible, et on aura, en fonction de l'importance du nombre d'items positifs, comme donc un score de PESI élevé, des signes de dysfonction au niveau ventriculaire droit, ou alors des anomalies biologiques qui apparaissent. Et grâce à ça, les organigrammes en termes de prise en charge s'éteignent un petit peu plus avec l'apparition de la possibilité de faire partir le patient à la maison s'il remplit tous les critères de faible risque de mortalité. Donc ça, c'était dans la prise en charge. Alors maintenant, une fois qu'on a pu mettre le doigt sur la pathologie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, évidemment, on va la traiter. Et qu'est-ce qui a changé récemment? Je reprenais un historique, donc l'héparine en 1916, et puis on arrive au début du siècle par les DOACs qui ont changé, qui ont un peu révolutionné la prise en charge et le traitement des maladies thromboemboliques. Mais on va voir si, avec le recul maintenant, on a quelques petites nuances à apporter à cela. Et donc, autant auparavant, on avait tendance à cibler plusieurs facteurs de coagulation ensemble, donc avec les antivitamines K, tout ce qui est dérivé d'héparine, qui vont, via l'antithrombine, cibler deux facteurs. On est maintenant devant des molécules qui vont cibler un facteur de façon individuelle, avec le facteur 2, avec le Pradaxa, et tous les autres qui vont cibler le facteur 10. Et donc voici voilà l'éventail thérapeutique dans la prise en charge de la maladie thromboembolique va s'étayer. Et puis, je voulais juste revenir sur le fait que, attention à la fonction rénale, parce que certains des molécules ont quand même une excrétion rénale qui est prépondérante, comme par exemple le dabigatran, euh, et que de cela va venir se greffer un risque d'hémorragie secondaire. Euh, Ensuite, il avait été un des points faibles de ces molécules et qu'il n'y avait pas d'agent antidote, comme par exemple pour le Syntron. Le premier qui en a produit un, c'était le dabigatran. Et puis, depuis moins longtemps, les autres antivitamines, les autres DOAC avec les anti-10 ont maintenant leur agent antidote. Mais personnellement, on n'a jamais dû en utiliser. Euh, et je ne saurais même pas comment ça fonctionne. Alors que les antivitamines K faisaient l'objet de potentielles interférences importantes avec l'alimentation ou d'autres médicaments, eh bien, quand les DOAC ont été commercialisés, c'était la révolution dans le sens où les limites et les interférences avec d'autres médicaments étaient beaucoup plus faibles. Mais il ne faut pas oublier que certains inducteurs ou inhibiteurs de cytochrome ou de glycoprotéine P
peuvent avoir des conséquences sur l'efficacité ou le risque d'hémorragie. Donc, toujours tenir en tête que ce sont pas des médicaments dénués de tout risque et que certaines molécules doivent être, enfin, il y a certaines molécules qui contre-indiquent la prise de ce genre de médicaments-là et d'autres pour lesquelles il faut faire attention. Et donc, voilà, cette slide reprend un peu l'évolution au niveau des commercialisations d'anticoagulants et on voit que on a une espèce de tsunami des DOAC qui déferle depuis le début des années 2000. Et effectivement, ces DOAC, donc, en plus d'être très pratiques, ils sont efficaces et ils ont tous pu, dans ces études, montrer que ils ont démontré qu'ils n'étaient pas moins bons que les antivitamines K pour le traitement des maladies thromboemboliques, avec peut-être un petit bon point pour l'apixaban, qui est l'Eliquis, qui semblait montrer une capacité à provoquer des saignements majeurs par rapport aux antivitamines K, qui sont plus intéressantes par rapport aux autres. Et en essayant de revoir un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport au traitement des maladies thromboemboliques et en particulier la prise en charge par les DOAC, eh bien, ce que je voulais revoir dans cette slide-là, c'était voir si bon, c'était bon pour tout le monde ou si certaines catégories de patients n'allaient pas spécialement, comment dire, bénéficier de ce type de traitement. Et donc, chez les femmes enceintes, ça n'a jamais été utilisé. Donc, d'emblée, elles sont exclues. Alors, les patients cancéreux, ça semble poser peut-être plus de problèmes pratiques quand on est dans la période de diagnostic, où on va faire des biopsies. Et dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser des héparines pour que ça soit plus pratique à gérer en cas de risque hémorragique. Mais à plus long terme, euh, les DOAC semblent avoir démontré que ils sont aussi efficaces que les HBPM qui étaient considérés comme meilleurs que les antivitamines K pour le traitement de la maladie thromboembolique veineuse chez les patients cancéreux, sauf dans certaines catégories, parce que les patients qui souffrent de néoplasie digestive, en tout cas des organes creux, et les voies urinaires présentent des risques hémorragiques accrus par rapport aux HBPM. Une autre catégorie de patients chez qui il faudrait peut-être faire attention, ce sont des patients jeunes qui présentent une thrombose veineuse sans facteur étiologique. Et euh, euh, de par ce que je vais présenter plus loin, il se serait peut-être intéressant d'exclure certaines pathologies et en particulier les syndromes d'antiphospholipides chez ces gens-là. Et il y a moins de documentation scientifique concernant les thromboses dans des sites que j'appelle exotiques, comme les thromboses veineuses centrales, les thromboses veineuses cérébrales, les thromboses abdominales ou les thromboses, par exemple, dans les membres supérieurs. Ceci est un tableau qui reprend un petit peu les différentes études qu'il y a eu concernant la comparaison entre les DOAC et des héparines de bois pas moléculaires dans la catégorie des patients cancéreux, montrant, montrant une efficacité et aussi une sécurité de l'utilisation de ces, de ces molécules dans cette catégorie de patients-là. Et les recommandations plus récentes disent que, bon, en premier, c'est vrai qu'on doit continuer à prescrire des héparines de bois pas moléculaires, en tout cas pour 6 mois. Ensuite, que si jamais, en fonction des desiderata du patient, on peut discuter de shifter vers de l'édoxaban, du rivaroxaban, mais faire attention aux patients qui présentent des pathologies digestives néoplasiques d'organes creux. Alors, pour aller plus loin au niveau des DOAX, eh bien, je pense que c'était en 2016 ou 2017 qu'il y a une publication qui a présenté l'histoire de 4 patients qui étaient traités pour une maladie thromboembolique veineuse et qui souffraient de syndrome des antiphospholipides et qui ont présenté tous une récidive thromboembolique sous traitement.
Et ça a été la première constatation qui a fait évoquer la possibilité que ces traitements-là ne soient pas aussi efficaces dans cette catégorie des patients. Et en fait, quand on revoit un petit peu, on revoit les caractéristiques des patients, on se rend compte que finalement, ces patients étaient des gens qui avaient une maladie sévère avec qu'on appelle des tripes positifs. C'est-à-dire que dans les antiphospholipides, il y a c'est une famille de trois frères avec l'anticoagulant lupique, l'antiphospholipide et anticardiolipine et anti-bêta-2-glycoprotéine 1, et que on considère que plus le nombre d'anticorps est positif, plus le risque thrombotique est important chez eux. Et donc, les premières constatations sont survenues surtout chez ce genre de patients. Et donc, il y a eu une étude, j'ai repris je mentionne l'étude TRAPS, en fait, donc qui allait étudier chez des triples positifs du rivaroxaban en comparé avec un antivitamine K. Et cette étude a été interrompue avant même qu'elle ne puisse se terminer parce que, clairement, dans le bras rivaroxaban, on avait on avait des récidives, en particulier des récidives de thrombose artérielle chez ces patients. Alors, tous les patients, donc voilà une méta-analyse qui reprend effectivement que, voilà, en termes de risque hémorragique, il reste tout à fait bon, mais quand on compare aux antivitamines K pour le topic de récidive thromboembolique, à ce moment-là, c'est clairement en défaveur des DOAC. Et cette méta-analyse reprend les études qui ont pris en compte des patients triple positifs. Par contre, il y a je pense que la majorité des patients qui présentent un problème d'anticorps antiphospholipides vont ne pas être des patients triple positifs. Et alors, à ce moment-là, donc, est-ce qu'on peut quand même leur prescrire un traitement comme un DOAC? Parce qu'il faut savoir que revenir au Syntron, c'est parfois un peu compliqué pour eux. Et, et donc, il y a peut-être une petite subcatégorie de patients dans dans le, comment dire, dans la pathologie antiphospholipide qui pourraient en bénéficier. Et donc, dans cette étude, ils ont suivi 128 patients pendant 3 ans avec des anticoagulants lupiques, avec des anticardiolipines et des bêta-2-glycoprotéines 1, mais qui étaient des singles positives. Et, euh, et donc, ces patients avaient des traitements, presque la moitié étaient sous antivitamine K, il y avait des DOACs, des HBPM, et parfois même pas de traitement. Et donc finalement, en faisant une analyse prospective de pendant 3 ans, il y a eu chez les patients un pourcentage de 12,5% de récidive par 100 patients par an. Et c'était essentiellement chez des gens qui avaient un antivitamine K et des patients qui avaient arrêté, des gens qui étaient mal équilibrés ou en particulier des gens qui associaient l'antiphospholipide avec un lupus systémique. Mais il n'y avait pas eu de récidive, en tout cas chez les patients dans cette cohorte-là, des patients qui avaient été traités par DOAC. Donc, ce qui semble dire que on peut se méfier des patients, enfin des DOAC chez des patients triple positifs, mais qu'on pourrait tolérer un traitement par DOAC chez des patients qui seraient des single positifs. Alors maintenant, on a trouvé la thrombose, on l'a traitée, et est-ce que ça suffit? Parce que, en fait, tant que les patients sont sous traitement, je leur dis, allez-y, vous êtes tranquille, enfin, en dehors des risques hémorragiques. Et puis, le challenge, finalement, il n'est pas tellement de trouver la thrombose, c'est de savoir ce qu'on va faire du traitement au bout de la période qu'on aura déterminée en termes de traitement total. Et donc, on est vraiment à la fin, un moment où on est vraiment à la croisée des chemins. Et on va se demander, tiens, mais qu'est-ce qu'on va faire du patient? Est-ce qu'on va continuer le traitement? Parce que maintenant, avec les DOAC, tout paraît beaucoup plus facile. On pourrait se dire, tiens, ben, si vous voulez vraiment éviter que vous refassiez une thrombose, ben, continuons le traitement toute votre vie. Il y a des études qui montrent que les DOAC peuvent être utilisés soit à pleine dose, soit à moitié de dose dans des traitements à long cours, mais ce serait très facile. Et en éliminant, comme je leur dis à chaque fois, en éliminant un risque, on va en créer un nouveau qui serait le risque de saigner et qui serait parfois aussi dangereux que le risque de récidive. Et donc,
en essayant de reprendre un petit peu les données que j'ai trouvées dans la littérature, les risques de saignement majeur donc étaient de 1,7 pour 100 patients par an pour les AVK, et on a effectivement une légère diminution par rapport au DOAX. Donc, ce qui veut dire que c'est pas nul et que il faut tenir ça en compte dans la décision de poursuivre ou pas le traitement. Et que pour faire une évaluation du risque hémorragique des patients, il existe des scores à nouveau, le score ASBLED, le score le VT-Bleed, qui est un score de la Société internationale de thromboshémostase, qui lui a été validé et qui permet d'évaluer le risque et de classer le patient entre faible risque hémorragique, medium risque, donc entre 1 et 2, et plus de 2 high risk. Et on a des dans la validation, on a des pourcentages de risque en fonction de la catégorie du patient. Mais que pour essayer de mettre en balance donc, le risque hémorragique avec un risque de récidive, il va falloir retourner dans le passé. Il va falloir retourner au niveau de l'événement thrombotique initial. Il y a certaines choses qui peuvent nous aider à essayer de décider de continuer ou pas le traitement. Par exemple, le fait que ça ne soit pas la première fois que le patient ait fait une thrombose, les circonstances de la thrombose, s'il il existe une forte prévalence chez la famille, euh, et regarder un petit peu donc, la circonstance. Quand je parle de circonstance, est-ce que c'est une thrombose qui a été provoquée par quelque chose ou quelque chose qui est spontané? Et donc, dans la vie d'un être humain, j'ai repris ici que, bon, l'âge, on ne peut rien y faire. On a une augmentation avec l'âge du risque thrombotique qui est représenté par cette courbe-là, et que le patient, au cours de sa vie, va être mis en contact avec des risques mineurs ou des risques plus majeurs de faire une maladie thromboembolique, et que lors de ces événements-là, on peut avoir alors le risque qui se majore et l'événement qui apparaît. La petite courbe en pointillé signifie que parfois, il y a des gens qui ont un facteur de risque qui va rester, qui est génétique, donc qui va rester présent dans le temps, et que cette courbe peut même remonter vers le haut. Et que qu'est-ce qu'on va déterminer, enfin, qu'est-ce qu'on va définir comme facteur de risque transitoire, facteur de risque fort ou mineur. Et donc, on a une bonne idée de ce qu'on peut considérer comme, par exemple, un facteur de risque fort, comme une chirurgie orthopédique. On sait depuis toujours que remplacer un genou, une hanche, va augmenter le risque de thrombose. Et sans thromboprophylaxie, on va jusqu'à 50% de maladies thromboemboliques. On a des risques qui sont donc chirurgicaux, non chirurgicaux, et en fonction comment dire, euh, de leur présence, on peut les considérer comme facteurs de risque fort ou plus faibles. Le cancer est considéré comme un facteur majeur. Tout ce qui est immobilisation plus de 3 jours va augmenter le risque de faire une thrombose 3 fois, et toutes des pathologies qui vont interférer avec la coagulation et qui peuvent augmenter transitoirement, donc transient, le risque de thrombose. Et quand on essaie de voir un petit peu en fonction du mode de circonstance de survenue de la thrombose, on voit clairement que, effectivement, quand c'est un facteur de risque chirurgical, le risque de récidive est le plus bas. Et on a aussi des facteurs de risque qui sont plus transitoires et non chirurgicales, et que le risque majeur, enfin le risque maximal, vient chez des patients qui ont présenté une maladie thromboembolique sans facteur de risque. Et pour revenir à certaines catégories, donc les patients cancéreux, clairement, ont plus de risques de récidive, même sous traitement. Ils ont même développé des facteurs, des scores qui permettent de prédire quel est le risque de récidive d'un patient, et qui permet d'ajuster la durée du traitement chez des patients dans la catégorie des patients cancéreux. Alors, au niveau des thrombophilies, donc on a des thrombophilies qui sont très fréquentes, enfin plus fréquentes, comme le facteur St-Leiden, la mutation prothrombine. Et finalement, on s'est rendu compte elle n'allait pas influencer de façon significative le risque de récidive, et que finalement, dans la balance, on ne devait pas trop en tenir compte.
Sauf qu'il y a toujours des cas où il y a des familles avec des facteurs 5 Leiden qui récidivent tout le temps, des familles chez qui il n'y a jamais une thrombose malgré le fait qu'il y ait cette mutation-là. Et donc, il y a probablement des facteurs qui sont des facteurs individuels qui interfèrent avec le risque lié à la seule mutation de Leiden ou de la prothrombine. Concernant donc les trois protéines ici sont les anticoagulants naturels, antithrombine, protéine C, protéine S. Le facteur de risque n'a pas l'air si élevé que ça, bien que, par exemple, l'antithrombine est associée, enfin, est considérée comme un facteur majeur de thrombose, mais ce sont des pathologies tellement rares que c'est difficile de faire des statistiques là-dessus. On s'est rendu compte aussi que certains patients pouvaient avoir, pour des raisons génétiques, un taux de facteur 8 qui va rester constamment plus élevé, aux alentours des 300, 400, 500%. Et là, ce sont des gens qui font clairement des maladies thromboemboliques récidivantes, et en particulier qui vont présenter des maladies thromboemboliques chroniques, notamment au niveau des poumons, avec développement d'hypertension artérielle pulmonaire. Parmi les thrombophilies, celles qui ne portent pas à discussion sont les syndromes antiphospholipides, avec à 10 ans plus de 50% de récidive. Ça, je vais passer. Et donc finalement, on retrouve des tableaux et il y a différentes sociétés, ça c'est la Société de cardiologie, Société internationale de thromboshémostase, qui vont essayer de classer tout ça en termes de risque, surtout de récurrence. Et donc, il y a des pathologies qui ont un faible risque de récurrence, qui sont généralement les pathologies qui sont considérées comme facteurs de risque fort. À l'extrême, on a des pathologies à risque de récurrence très fort, comme les cancers, les syndromes antiphospholipides, les thromboses à répétition. Et puis entre les deux, on a toute une nébuleuse de pathologies pour lesquelles comment dire, les données sont parfois divergentes. Et donc pour faire ça un petit peu plus, un petit peu plus simple, on a donc les pathologies de risque faible, intermédiaire et haute en termes de récidive. Et en fonction de ça, on va essayer de décider un traitement pour les patients. Et donc là où c'est facile, ce sont des patients qui ont effectivement un facteur de risque majeur, et on sait que traiter 3 mois ne va pas traiter plus de 3 mois n'est pas nécessaire, et on peut s'arrêter facilement après ces 3 mois-là. Et que le risque de récidive, eh bien, à partir du moment où il est inférieur à 5%, eh bien, on considère que les STH considèrent qu'on peut arrêter sans problème. À l'opposé, on a des patients chez qui on sait qu'il faut continuer le traitement, à moins qu'il y ait un risque de saignement qui est majeur, comme les patients cancéreux, antiphospholipides ou les patients qui, euh, qui font ça à répétition. Et puis entre les deux, le challenge, c'est plutôt cette catégorie de patients-là, parce que là, ça devient moins clair. On faut considérer un traitement à long terme, mais on ne sait pas trop, on ne sait pas pourquoi. Et alors, il va falloir essayer de quand même ajuster un petit peu comment dire, l'appréciation du patient pour essayer de calculer, enfin pas de calculer, mais d'estimer au mieux possible le risque que le patient, si j'arrête le traitement, va récidiver. Et donc, oui. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu parce que c'est une notion qui n'est pas tellement bien connue, mais les gens qui ont une hyperthyroïdie ont des facteurs 8 souvent augmentés et ils ont un risque augmenté de développer des thromboses. Donc, des gens qui sont hospitalisés ou qui ont une hyperthyroïdie ont ce risque accru et ça reste le temps qu'ils ont une hyperthyroïdie. Et Oui. c'est une notion qui n'est pas tellement bien connue. Non, je pense pas. Mais je pense que si on devait la remettre, on On doit la mettrait mettre en parler intermédiaire. voilà de nébuleuse où on vous met C'est ça. on vous met plein de choses et on ne sait pas trop quoi en faire. Mais c'est clair qu'à partir du moment où ils sont hospitalisés, et en plus, une hyperthyroïdie, ça peut être souvent associé à un base d'eau, donc maladie auto-immune. Et donc, rien que ça aussi, ça peut représenter un facteur de risque. Oui. Bien que chez la personne plus âgée, c'est pas les bases d'eau, c'est les goitres toxiques très Ah. souvent. Mais eux, ils sont plus âgés, donc ils ont aussi un facteur de risque naturel lié à l'âge. Y compris dans les hyperthyroïdies subcliniques? Oui, oui. OK. Parce que ça, on en rencontre quand même assez souvent.
y compris d'ailleurs des patients qui seraient traités, surtraités pour leur hypothyroïdie. Donc, on recrute quand même un nombre encore plus important de patients dans cette tranche-là. Ce tableau voilà, ça c'était un résumé des études qui ont montré que allez-y, pouvez continuer le traitement au niveau des DOAC. Donc, c'est des traitements, enfin, des études d'extension au-delà de 6 à 12 mois. Et donc, quelle que soit la dose, on a donc soit les firmes ont testé enfin, ont comparé le dosage classique avec un placebo, ou alors on fait des études en essayant d'abord aussi de diminuer la dose du médicament. Par exemple, le rivaroxaban, il existe une posologie de 10 mg et l'Eliquis, il y a une posologie de 2,5. Et donc, non seulement le dosage classique va être associé à une diminution du risque de récidive important, ce qui est classique puisque voilà, c'est contre l'aspirine ou du placebo, donc c'est clair que ça allait montrer une amélioration en termes de récidive, mais ça n'a pas été, en tout cas avec le dosage classique, il n'y a pas une augmentation majeure du risque de saignement. Et le fait de prescrire à un patient une dose réduite après 6 à 12 mois permet de diminuer encore plus le risque de saignement lié au traitement. Donc ça paraît très intéressant, très séduisant. On va se dire, tiens, allez, on va donner du rivaroxaban 10 mg à tout le monde parce qu'ils ont fait une première thrombose et on est tranquille. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des risques hémorragiques. Et donc, en se concentrant sur cette catégorie de patients-là, qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'imaginer pour, euh, pour essayer de rendre les choses un petit peu plus à la carte? On peut pas, je pense que dans cette pathologie-là, on ne peut pas utiliser la même popote pour tout le monde et que le challenge, c'est de vraiment identifier des patients plus à risque que d'autres dans la même catégorie. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Et donc, la première chose qui a été utilisée comme... oui, c'était des tableaux qui reprennent qu'effectivement, dans la catégorie des pathologies thromboemboliques spontanées, on a, avec le pourcentage de récidive à 10 ans est de 30%, et que généralement, quand on voit, c'est dans la première année et la deuxième année que la survenue des épisodes est le plus important. Et puis petit à petit, ça va diminuer, mais ça ne revient jamais à zéro. Le risque de récidive, même si on est à 6 à 10 ans, reste aux alentours de 3% par an. Et donc, la première chose qui paraissait intéressante, c'est de doser des dédimères parce que finalement, on l'utilise pour faire les diagnostics. C'est très sympa, mais certains ont eu l'idée de doser les dédimères une fois qu'on arrête le traitement. Parce que sous traitement, on est censé avoir des dédimères qui se normalisent, bien que ce n'est pas toujours le cas. Et puis, ils ont cherché de voir dans cette étude-là, par exemple, quelle est la valeur prédictive négative d'un dédimère normal qu'on va prélever, par exemple, à 1 mois ou à 3 mois de l'arrêt de l'anticoagulation. Et donc, euh, ça, c'est un premier résultat. On a une valeur prédictive négative, je pense, à 3 mois, qui est quand même très bonne, de 95%. Une autre étude a été publiée dans New England, donc il y avait donc des patients qui ont présenté une maladie thromboembolique idiopathique, traités 3 mois, tout le monde. À 30 jours, on fait des dédimères. Et si les dédimères sont normaux, on laisse tranquille. Et si les dédimères ne sont pas normaux, on randomise entre reprise et arrêt, reprise du traitement, qui à l'époque était des antivitamines K, et arrêt du traitement dans l'autre bras. Et effectivement, on se rend compte que en termes de survenue de récidive thromboembolique, des gens qui avaient des dédimères pathologiques, mais qui n'ont pas repris l'anticoagulation, avaient 15% de récidive, alors que on avait un meilleur résultat chez des patients qui avaient des dédimères qui étaient restés normaux après la fin de l'anticoagulation, et encore mieux chez des gens chez qui on a repris le traitement. Bon, on voit ici l'évolution en fonction des différentes catégories.
et on a une diminution significative par rapport au fait que ça, c'est des patients qui avaient des dimères anormaux et qui n'ont pas continué, qui n'ont pas repris l'anticoagulation. Et puis, à partir du moment où on remet de l'anticoagulation, ici, où les patients qui avaient à la base des dimères normaux, on a des courbes qui sont plus plates en termes de récidive. Deuxième chose, c'est vérifier un peu la thrombose résiduelle. En fait, donc, les patients, on va les traiter pendant 3 mois. Et puis, il y a certains patients chez qui on va avoir, à la fin des 3 mois, des thromboses qui sont encore visibles au niveau des jambes. Ça concerne la thrombose veineuse profonde. Et donc, soit on décide d'arrêter quoi que ce soit, quoi qu'il en soit, à 3 mois de traitement, soit ils vont utiliser l'échographie pour continuer le traitement tant qu'on voyait un thrombus résiduel. Et quand donc, on sépare les patients en termes de donc, traitement fixe ou traitement flexible, on semble avoir une meilleure comment dire, protection des récidives en ajustant le traitement, la durée du traitement à la présence d'une thrombose résiduelle par rapport à l'arrêt en écoutant des guidelines bien stricts. Et ce qui est intéressant dans cette étude-là, parce que je ne pense pas que les différences soient significatives, mais ce qui est intéressant, c'est que les patients, il y en a beaucoup qui vont récidiver, pas à l'endroit où ils ont eu la première thrombose, mais plutôt de l'autre côté. Ce qui veut dire que ça n'a rien à voir avec le fait que le fait d'avoir gardé une thrombose résiduelle a été le trigger d'une nouvelle thrombose à partir du site de thrombose. Il y a une bonne partie des patients qui ont refait une thrombose, mais de l'autre côté. Et donc, En fait, ça identifie quelque chose d'inconnu, voilà, qui c'est ça. montre que voilà, c'est une maladie qui risque d'être encore active, le fait que ça ne se perméabilise pas. Voilà. Et qu'il y a probablement des facteurs liés. Le fait que ça ne reperméabilise pas, ça fait penser à un problème par rapport à la fibrinolyse. Et donc, il y a peut-être des facteurs fibrinolytiques qui vont entrer en jeu et qui font que, par exemple, dans une famille facteur 5 Leiden, on a beaucoup de thromboses qui récidivent, d'autres chez qui on fait une thrombose et puis on est tranquille. Il y a des variations au niveau de l'expression de la mutation qui sont tout à fait différentes et que des choses concernant la fibrinolyse, par exemple, on cherche des variants PAI-1, des choses comme ça qui peuvent interférer avec l'expression de certaines maladies. Et donc, là, je reprends des tableaux qui vont chercher à voir qu'est-ce qui pourrait définir le fait qu'un patient va récidiver une thrombose après l'arrêt de son traitement. Et là, c'est pas une bonne nouvelle pour les hommes parce que on a beaucoup de data qui disent que le fait d'être un homme, quand même, par rapport à être une femme, va augmenter le risque de récidive au moins 2 à 3 fois par rapport au fait d'être une femme. Et donc, je vais revenir un petit peu plus tard vers là, les dédimères, ça j'en ai déjà parlé. Et là, on voit apparaître des comment dire, ce sont à nouveau des scores, hein. Donc, il y a beaucoup de scores dans cette pathologie. On a des scores prédictifs de récidive. On a le score Hurdu-2, Vienna, Dash. Enfin, chaque équipe en étalé son score pour essayer de proposer aux patients un traitement qui est prolongé ou pas en fonction du résultat de ces scores-là. Et par exemple, parce que j'étais à un congrès au moment où ça a été publié, ça c'était il y a longtemps. euh, on parle de heure de tout, mais au moment du congrès, il disait men do, c'est-à-dire prolonge. Il prolonge et les patientes qui rentraient dans cette catégorie-là, c'est-à-dire qui avaient des signes de maladie thrombotique chronique avec une hyperpigmentation, de l'œdème ou une rougeur au niveau de la jambe, ou donc ça c'est HER, D c'est dédimère qui était supérieur à 250, O comme obèse et old, le dernier O. Donc, on considérait que donc tous les hommes plus les femmes qui rentrent dans cette catégorie-là devaient continuer un traitement. Et donc, voilà le score Hard2 avec les différents items dont je vous ai parlé. Il y a des points, on classe le patient en termes de risque et on voit qu'il y a une différence entre les gens qui sont à haut risque et les gens qui sont à faible risque. Et voilà, on fait de très beaux petits sites internet. On peut calculer rapidement le risque thrombotique du patient à l'arrêt du traitement.
Il y a d'autres scores, le TRIP Study, donc ça c'est très bien, c'est le seul qui a été validé, mais vous voyez que je ne sais pas comment faire tous ces beaux calculs, on fait un petit calcul très simple ici, et puis on peut classifier le patient entre risque à 2 ans faible, avec 6% de récidive, entre 6 et 14 intermédiaires et plus de 14% de récidive en faisant ce petit calcul très simple. On a aussi des normogrammes qui sont très faciles à utiliser aussi, donc ça peut être très compliqué comment dire, d'évaluer le risque de récidive chez les patients. Et donc, je voulais vraiment revenir au fait qu'à un moment, dans la prise en charge du patient, après les 3 mois ou les 6 mois de traitement, on arrive comment dire, à un carrefour. On va devoir chez certains patients, arrêter. Donc, c'est clair que c'est facile pour certains patients d'arrêter ou de continuer à long terme, mais il y a une bonne partie des patients, puisque 50% des patients qui font des thromboses, on ne sait pas pourquoi, donc vont faire partie d'une catégorie qui fait qu'à un moment, on va devoir essayer d'estimer au mieux possible le risque de récidive et de prendre une décision. Sachant que on a aussi, oui, on doit prendre en charge les préférences du patient. J'ai certains patients qui sont terrifiés à l'idée d'arrêter le traitement et qui me supplient de continuer le traitement. Alors à ce moment-là, on peut proposer un traitement à dose plus faible. On peut utiliser des outils comme la maladie thrombotique résiduelle, que ce soit pour la thrombose veineuse, mais aussi au niveau de l'embolie pulmonaire. On peut leur proposer aussi de doser les dédimères après l'anticoagulation. On peut utiliser ces critères, mais c'est parfois un peu compliqué. Et cette slide-là, c'était pour reprendre une nouvelle, quelque chose de plus récent. On parlait au niveau des thromboses veineuses profondes du syndrome post-thrombotique, et puis maintenant on a un syndrome post-embolie pulmonaire, avec, quand on prend le patient dans sa globalité, on a le phénomène thrombotique qui peut se compliquer, heureusement rarement, de maladies thromboemboliques chroniques, mais qui peut aussi favoriser des problèmes de limitation à l'exercice. Hier, j'avais une patiente en consultation qui faisait des triathlons, mais depuis son embolie, elle sentait que les choses étaient moins bonnes pour elle. Et donc, on sentait que c'était quand même une source de stress, d'anxiété, savoir est-ce qu'elle allait pouvoir récupérer comment dire, une capacité à l'effort comme elle avait avant. Et donc, vraiment, la prévention du nouvel épisode est vraiment indispensable. Et pour terminer, là, ça c'est vraiment le hot topic, c'est, voilà, on a voulu neutraliser le 2 et le 10, mais comment dire, l'attention s'est portée plus vers le 11. Et pourquoi? Parce que le 11, il est un petit peu particulier. C'est un facteur de coagulation donc, qui, comment dire, va intervenir, mais de façon différente dans différentes situations. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut. On a un bouquin en hémato qui s'appelle Thrombosémostase, et c'est vrai qu'il faut faire la différence entre la thrombose et l'hémostase. La thrombose, c'est un phénomène pathologique où le système va s'activer pour rien. Et l'hémostase, c'est la chose qui est naturelle et qui va permettre d'arrêter les hémorragies quand on saigne. Et en fait, quand on a décidé de cibler le facteur 2 et le facteur 10, on a ciblé, enfin ça c'est une représentation un peu vieille de la coagulation avec la voie intrinsèque, la voie extrinsèque et la voie commune, mais on cible deux facteurs qui sont centraux, enfin qui sont centraux parce qu'ils sont super importants, mais ils font partie de la voie commune. Et la voie commune, elle, enfin, en dehors de la voie commune, on va avoir, par exemple, la voie extrinsèque qui va être plus utile dans l'hémostase. C'est-à-dire que quand il y a une atteinte vasculaire, un traumatisme, on va, on va activer plus cette voie-là et ça va permettre d'arrêter les saignements. Alors que dans les phénomènes de thrombose, on a des choses un petit peu plus complexes qui se passent. Et les facteurs 2 et donc le facteur 2 et le facteur 10 sont importants dans la thrombose, donc c'est normal qu'on les cible pour
traiter des thromboses, mais ils sont aussi importants centraux dans l'hémostase. Et donc, cela veut dire qu'à la fois on traite les gens, on traite leur thrombose, mais euh, on implique qu'on a un risque hémorragique qui est lié au fait que leur capacité hémostatique est mise à mal par le traitement. Le facteur 11, c'est particulier. Pourquoi? Parce que le facteur 11, il est lié aux deux phénomènes, mais il n'est pas lié de façon égale dans les deux phénomènes. En fait, donc inhiber le 2 et le 10, on inhibe thrombosémostase. On sait qu'il y a des gens qui ont des déficiences en 11 et enfin plus rarement en 12, et ce sont des gens qui sont protégés des maladies thromboemboliques, mais qui n'ont pas de risque hémorragique significativement accru. Et donc, le fait qu'on se soit focalisé sur ce facteur, eh bien, vient du fait que le facteur 11 a un rôle plus limité dans l'hémostase. Et que si on l'inhibe, on va inhiber sa capacité à participer à la thrombose, mais qu'en l'inhibant, on a d'autres moyens d'assurer l'hémostase. Et l'espoir est que on va pouvoir traiter des thromboses sans augmenter significativement le risque hémorragique. Et là, c'est tout au début, donc c'est vraiment balbutiant. Mais là, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a toute une flopée de molécules qui ce sont des anticorps monoclonaux, des inhibiteurs naturels du facteur 11, qui sont en développement, en phase 2, 1, 2, 3. Et j'ai l'impression qu'il y a une vraie ruée d'études cliniques sur ce genre d'inhibiteurs. Et donc, ce sont des choses apparemment qu'on peut injecter en sous-cutané en une dose. Et donc, il y a des études, on refait un petit peu les mêmes études à l'envers pour les DOAC. Ça commence toujours par des choses qui sont liées à la prévention, par exemple dans les, euh, dans les chirurgies orthopédiques. Et donc, on essaie de voir un petit peu, tâtonner un petit peu pour voir quelle est la dose qui va permettre d'avoir un effet antithrombotique maximum. Et enfin, ça va pas très loin. Il y a des choses maintenant qui se développent dans l'infarctus du myocarde, dans la fibrillation auriculaire. Je pense aussi dans la prévention des thromboses, euh, dans le cadre de cancer. Voilà. Et donc, ça ouvre la porte à de nouveaux médicaments qui peut-être, alors à ce moment-là, vont pouvoir, comment dire, éliminer au maximum le facteur risque de tous ces traitements-là, en termes de risque hémorragique. Voilà. Merci beaucoup. Alors, questions, commentaires? Oui. Moi, j'ai deux questions. Les octogénaires aujourd'hui sont parfois mieux en forme que leurs prédécesseurs des années 70. En ciblant ces octogénaires en bonne santé, quel est leur risque hémorragique, le risque thrombotique à partir du moment où tu dis que l'âge entraîne des effets? Quelles sont les causes chez des octogénaires en bonne santé qui peuvent induire les thromboembolies? La deuxième question, euh, quand on donne des anticoagulants aux fibrillations auriculaires, quel est le risque de faire une hémorragie? Parce qu'il y a beaucoup plus De de patients âgés, patients sous anticoagulants pour oui. fibrillation auriculaire que c'est classique. Donc, quel est le risque chez les gens qui sont anticoagulés et qui ont une fibrillation? Bah, pour les patients fibrillation, je n'ai pas trop attardé sur la littérature, mais on pourrait s'attendre à avoir des risques plus importants, et d'autant plus en patients plus âgés, des problèmes avec des comorbidités comme des insuffisances rénales. Parfois, euh, parfois, on récupère des patients avec des phénomènes hémorragiques sous DOAC dans le cadre de fibrillation auriculaire, mais il peut arriver que, vous savez, il y a des ajustements de dose qu'on peut faire, même qu'on doit faire, par exemple, avec le Pradaxa, au-dessus de 80 ans, ou avec une fonction rénale qui est altérée, on doit diminuer la dose. Et c'est pas rare que, on trouve des patients avec une full dose, alors qu'ils auraient dû être normalement avec une dose plus faible. Et donc, je pense qu'il y a un problème par rapport à bien connaître les critères d'ajustement des doses de ces médicaments-là, et qu'une fois qu'on utilise, on s'adapte bien les doses en fonction de la clinique, de l'âge du patient, de la fonction rénale ou d'autres traitements, comorbidités, à ce moment-là, le risque est quand même moins fort que le risque thrombotique lié à la fibrillation elle-même. Oui. Je pense que le sens de la question de Jean-Pierre,
c'était de dire des patients qui sont déjà sous anticoagulants. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi, comment le score de Genève, score de Wells ne tiennent pas compte de ça. Parce qu'on s'attendrait qu'un patient qui est sous anticoagulant pour autre chose, sa probabilité a priori devrait être moindre qu'un Oui. patient qui n'a pas d'anticoagulant. Et donc, pour quelle raison on ne tient pas compte de ça? Voilà, je reste un petit peu surpris parce que intuitivement, si on ne fait pas le score de Wells, on a un patient qui arrive, qui est un peu dyspnéique, qui est sous anticoagulant, ben, ça va diminuer quelque part la probabilité que ça soit une embolie Oui, bien pulmonaire qui sûr. soit sous-jacente. Moi, je suis d'accord qu'il y a l'âge qui intervient dans l'autre sens. Donc, vraiment, Il y a pas aussi la facile. Mais à compli- âge égal, le fait d'avoir un anticoagulant s'attendrait quand même à ce qu'il y ait moins de probabilité d'avoir Oui, une embolie pulmonaire. mais il faut qu'ils le prennent bien aussi. Alors, Et c'est ça, là où, alors, ça, c'est évidemment le bémol. Donc, quand j'avais réfléchi à cette affaire-là aussi, je m'étais dit, voilà, un patient qui est sous Saint-Tron, on tiendrait compte en mettant un point négatif, enfin, un point en négatif dans son score de Wells, pour autant que l'INR à l'admission soit un INR qui se retrouve dans les normes, alors que ne pas se contenter du fait il prend ou il prend pas, voilà. de voir l'INR, voir l'évolution de l'INR. Mais il y a des dosages qui Si elle est existent. à disposition, hein, on peut voir si le patient est bien anticoagulé, ben, ça diminuerait son score de Wells ou de Genève. S'il n'est pas bien anticoagulé, on n'en tient pas compte. Un truc dans ce goût-là, quoi. Ouais. Oui, ben, en fait, je pense que en thrombose, c'est souvent une accumulation de facteurs. Et donc, je dirais que l'âge, ça pourrait être considéré comme un facteur. C'est pas un gros facteur, hein. Je veux dire que euh, le, euh, pas un facteur suffisant en lui-même pour déclencher un phénomène thrombotique, et que c'est souvent une accumulation d'autres facteurs qui pourraient, un alitement, une virose, d'autres facteurs qui vont interférer une chirurgie récente. Euh, mais spontanément, j'en ai plus souvent chez les jeunes que chez les âgés, patients âgés. Tu as montré une diapo où le contrôle écho-Doppler pourrait avoir quand même un certain intérêt pour déterminer la suite du traitement. Oui. OK. Et cette information ressort aussi, par exemple, d'un suivi d'un angioscan pulmonaire? Oui, oui. Enfin, il n'y a pas autant d'études, mais oui, il y a quelques séries qui montrent que le fait d'avoir des thromboses résiduelles, d'abord, c'est intéressant de savoir parce que il y a quand même un pourcentage, 1 ou 2% des patients qui vont, après 6 mois, avoir quand même des thromboses. Et rien que pour l'histoire le risque de développer une maladie chronique, ça, c'est important de le faire. Mhm. Et puis, ça permet aussi voilà, moi, j'en fais, ça me permet aussi de pouvoir conseiller le patient de prolonger un petit peu le traitement. OK. Mais c'est rare. Franchement, c'est plus fréquent pour une thrombose veineuse profonde, les embolies pulmonaires qui ont encore des thrombus résiduels à 6 mois, quasiment jamais. OK. Deuxième chose, au niveau des saignements digestifs qu'on a l'habitude de voir chez les patients NOAC, peut-être un peu plus que chez les patients aux antivitamine K. Est-ce qu'il y aura Oui. un effet propre du NOAC au niveau muqueux ou est-ce simplement la puissance de l'effet anticoagulant? Moi, je pense qu'il y a un effet propre, parce que c'est surtout que les études qui ont comparé AVK et NOAC ont montré clairement que au niveau digestif, depuis les premières études, on voyait qu'au niveau digestif, il y avait probablement un problème Mhm. par rapport à ça. Mais dans ces cas-là, on reshifterait vers vers un cintron? Bon, je pense qu'il faut mieux s'assurer d'abord qu'il y a une bonne indication du traitement, que le traitement est bien pris, enfin, l'adaptation de dose éventuellement est faite. Mhm. Après, c'est difficile de reshifter d'un DOAC vers un antivitamine K. Ouais, enfin, non, ça reste ça reste une vraie question. Parce que, alors, imaginons que les NOAC étaient le vieux traitement. Et puis, ils vous apportent une nouvelle. On a un antivitamine K, quelque chose qui coûte pas cher, dont on contrôle l'effet. Ce serait quand même révolutionnaire, ça. Et donc, moi, ce qui m'a toujours un peu gêné avec les NOAC, c'est que, alors, c'est vrai que sur les grandes études, ben, on montre que ça reste voilà, équivalent, voire supérieur. Finalement, on ne sait pas au niveau individuel, on ne sait pas ce qu'on fait. Hein. Oui, c'est Du, plus. du point de vue de la puissance de l'anticoagulation. Alors que si on est extrêmement méticuleux avec le Cintron, c'est pas plus mauvais.
Alors, il faudrait alors des Ça existe, point hein? of care pour. Oui, mais ça existe. Oui, oui, Donc, oui. les point of care, quand ils ont introduit les point of care pour mesurer soi-même son INR, j'avais calculé à l'époque au bout de combien de temps, en utilisant une tigette par semaine. Donc, ce qu'on ne fait pas, mais on dit, OK, une tigette par semaine, au bout de combien de temps financièrement, puisqu'on devait payer le point of care, le patient devait payer, financièrement, au bout de combien de temps c'était plus avantageux de faire le point of care plutôt que le coût des NOAC. Je crois qu'au bout d'un an, c'était, voilà. Donc, on était gagnant, quoi, avec le point of care. Bon. Mais je ne pense pas que ça a eu beaucoup. Enfin, Non, il ça, n'y a pas eu, il n'y a pas il eu y a pas eu d'engouement. grand Non, non, non. campagnage, hein. Pourtant, il y avait des cliniques d'anticoagulation, les Oui, gens venaient oui. se faire leur INR. Et il n'y a qu'à la commission où j'ai pu en faire acheter les patients, parce qu'ils étaient remboursés. Puis c'était pas mal, c'était bien. C'était pas aussi fiable dans les valeurs extrêmes d'INR vers le bas ou vers le haut, mais ça n'empêche que les patients quand même devaient faire de temps en temps un INR classique. Oui, oui. T'as rien vu sur. Parce qu'on ne peut pas quitter un grand tour sans parler d'intelligence artificielle, hein. Bon, maintenant, ça devient incontournable. T'as rien vu sur des programmes d'intelligence artificielle? Tu sais, je me disais, tiens, on rentre le dossier du patient, quoi. Dossier complet, bien structuré. On donne ça à manger à l'intelligence artificielle. Et puis, c'est eux qui nous donnent la réponse. 3 mois, 6 mois, 1 an d'anticoagulation. Et on Mais c'est ce que compare je au fais à chaque score. fois, hein. Ouais. Je rentre le dossier dans chaque Ah oui. GPT. Puis généralement, il me dit quelque chose de bien, donc peut-être qu'un jour, ce Dès serait. quelque chose de bien, c'est comme tu pensais, quoi, en fait. C'est ça. Il me dit, vas-y, continue, c'est bon. Voilà. C'est pas grave. Continue. OK. J'ai Non. j'ai une remarque du labo. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, Allô? oui, oui, Ouais, je Oui. vous entends. oui, impeccable. C'était une remarque slash discussion par rapport au temps qu'il faut attendre après l'épisode thromboembolique. Donc, bon, ici, en tout cas, la vue de labo que j'ai, c'est qu'en général, 4 à 6 semaines, c'est un minimum. Et 3 mois, c'est vraiment très, très safe. Donc, première question, je me posais, Par rapport à quoi? Par rapport au dédimer? non, en fait, si on souhaite lancer un bilan Oui, de thrombophilie, donc là on parle vraiment protéine C, protéine S, antithrombine, anticoagulant lupique, résistance à la protéine C activée, tout team. En fait là, enfin moi les notions que j'ai, c'est que 4 à 6 semaines après l'épisode, c'est un minimum. Euh, 3 mois, c'est vraiment très safe. Et alors, il y a évidemment la discussion, mais ça, enfin, c'est peut-être une deuxième question par rapport. Évidemment, ces patients à ce stade-là sont fréquemment sous anticoagulants, voilà. avec des interférences sur différents tests. Ça, on peut en parler si vous le souhaitez. Mais première question, c'était vraiment vous, dans votre pratique, en général, vous avez une frame de temps au-delà de laquelle vous vous dites je vais tester. En fait, ça dépend pas de moi parce qu'en fait, la plupart des patients que je récupère en consultation ont été aux urgences, ont été hospitalisés et les tests sont faits aux urgences. Et donc, c'est clair que ça a des avantages parce qu'ils ne sont pas encore éventuellement sous DOAC avec les interférences, mais ça a des désavantages dans le sens où on a souvent des anomalies qui finalement vont se corriger dans le futur. Tout à Et donc, fait. c'est Ouais. compliqué de bien déterminer quel est le bon moment. Donc, éventuellement, ce qui serait intéressant, c'est de déterminer quel type quelle partie du bilan on peut faire déjà aux urgences. Et je Mhm. pensais aux antiphospholipides parce que là, c'est quelque chose qui pourrait influencer le traitement qu'on va donner après. Mais pour tout le reste, c'est vrai que trop près de la thrombose, on va voir, moi j'ai souvent des protéines S ou protéines C antithrombines qui sont un peu plus basses. Et quand on Mhm. les recontrôle, ils sont normales après 3-4 Ouais, mois. tout à fait. Mais d'après ce que j'ai pu voir et on a discuté, le fait qu'il soit en traitement par DOAC chronique, eh bien, une fois qu'on fait le bilan, on peut avoir des interférences significatives avec les dosages de toutes ces protéines. Et donc C'est finalement, ça. il y a pas une meilleure solution, il n'y a pas une meilleure Mais manière de faire. en fait, je pense, enfin, moi, si je regarde toutes les infos que j'ai, je pense qu'effectivement, doser les anticoagulants du pic aux urgences au moment 2 Ouais. est probablement la moins mauvaise solution parce que c'est ce qui est le plus altéré par. Ah oui, ils sont tous Enfin, positifs. Ils sont tous positifs enfin, sous DOAC. voilà, exactement. Et en plus, si c'est, enfin,
on va dire l'arrêt d'anticoagulants est le plus compliqué aussi pour les anticoagulants du pic, où on va, Oui, comme bien vous sûr. l'avez dit, avoir plutôt tendance à donner des AVK et on craint aussi d'arrêter totalement Ouais. un traitement anticoagulant. Par contre, juste si je peux terminer là-dessus, pour les autres tests, un switch vers une héparine, si on peut vraiment pas arrêter le traitement anticoagulant, Ah oui, euh, c'est possible. ça c'est une idée. Ou alors si on se dit qu'on peut l'arrêter, ben, les NOAC en général, au bout de 48 heures, on peut faire les tests, quoi. Ok. OK, merci pour Merci. ce dernier commentaire et à la semaine prochaine.